7 et 8 juin prochains, le 9e Festival international des auteurs francophones s'installe dans le sud de la France, à La Ciotat, pour une édition spéciale Livre en scène. Livre en scène, c'est 40 auteurs du monde, d'une dizaine de pays du monde. Ce sont des ateliers, ce sont des animations tout au long de la journée dans cette superbe cour de l'Éden, le plus vieux théâtre du monde, une cour classée où 40 auteurs vont vous attendre. C'est également 2 soirées avec nos 2 invités d'honneur, Philippe Villain, le 7 juin à 18 h avec la projection de son film, et puis également une discussion, une longue discussion sur ce travail de l'adaptation et de comment un roman devient un film à succès. Et puis nous parlerons également de son dernier livre qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, un livre extraordinaire, une leçon de vie, nous en parlerons ensemble. Et puis le 8, c'est Julien Sandrel qui occupera cette place d'invité d'honneur avec la projection de La Chambre des Merveilles, et comment ce livre, qui est devenu un film, comment ce livre a changé sa vie. On parlera de tout ça avec lui, qui est non seulement romancier, mais également scénariste, donc qui connaît les 2 côtés de la caméra. On se retrouve le 7 et 8 juin en attendant place à une sélection d'auteurs, une dizaine d'auteurs ont eu un message pour vous aujourd'hui, et tous vous attendent avec grande impatience dans quelques jours. Alors on retrouve Pascal Quélin qui va participer pour la première fois à un festival rencontre des auteurs francophones. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, j'ai essayé un peu de comprendre qui vous êtes, mais vous êtes extrêmement multiple. Vous avez été, et peut-être toujours entrepreneur, vous avez travaillé sur l'accompagnement thérapeutique, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous allez pouvoir nous expliquer. Et puis, il y a cette passion pour les arts, pour l'écriture, donc aussi bien pour l'écriture, pour les arts visuels, vous peignez, la scène aussi, élève de cours Florent, metteur en scène, beaucoup de choses à votre arc. Vous définissez comment aujourd'hui? Oh, comment se définir? Est-ce possible? Multiple, certainement, oui. 2 passions dans la vie, la construction de l'être humain et l'entrepreneuriat. Et un vif intérêt sur tout ce qui est artistique très jeune. Et puis ensuite, bah, j'ai été plutôt dans une activité professionnelle plus conventionnelle, on va dire, pour éviter d'avoir ce métier de saltimbanque qui est le métier d'artiste. Et puis, toujours en filigrane quand même. Puis ça m'a rattrapé plutôt à 50 ans. J'ai envie de dire en deuxième partie de vie, où je me suis remis vraiment à la peinture, à l'écriture, et puis le cours Florent, le cinéma, le théâtre, la mise en scène. Et j'ai été aussi psychothérapeute et sexothérapeute en cabinet. Ensuite, j'ai fait de la formation professionnelle. Et je me suis dit, mais comment je peux orchestrer tout ça ensemble? Ouais, Euh, euh, comment sortir quelque chose de, oui, oui, voilà, de exactement. toutes ces expériences diverses, ouais. Voilà, voilà. Et tout ça a quand même du sens, parce que j'ai toujours essayé de trouver quel sens ça pouvait avoir dans ma vie. Je voulais pas faire des choses en feu d'artifice sans qu'il y ait un sens et une continuité dans les choses, donc il y en a. Et aujourd'hui, je fais encore de l'accompagnement d'entreprise avec un cabinet de conseil, et où je fais particulièrement de l'andragogie. Alors, généralement, on ne sait pas trop ce que c'est que l'andragogie. En fait, c'est une méthodologie d'apprentissage des adultes différente de l'apprentissage des enfants. Donc, c'est très expérientiel, et c'est là où, en fait, j'inclus dans les ateliers avec les gens, afin qu'ils aient une intégration bien plus importante. J'inclus tout ce qui est artistique, c'est-à-dire on peut faire de l'écriture, on peut faire de la peinture, du dessin, du cinéma, du théâtre, des jeux de rôle. Ce qui fait que les participants, pour arriver à un apprentissage dans divers domaines de savoir-être notamment, eh bien, en participant, vont intégrer beaucoup mieux. Voilà Alors, comment ça s'est mis ensemble. Je ne sais pas si c'est clair, mais... c'est clair, mais alors, moi, je vous demande donc comment les 7 et 8 juin, quel Pascal on va retrouver, donc j'imagine l'auteur, mais alors qu'est-ce que l'auteur va présenter en ayant accumulé tous ces savoirs, toute cette Oui. connaissance, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Alors, je vais présenter quelque chose qui me tient à cœur. Donc là, c'est un premier roman, mais il y a une petite nouvelle qui est à côté, et puis il y a 2 autres romans dans les tiroirs, parce que je me suis dit, mais voilà, moi aujourd'hui,
qu'est-ce que je peux apporter à notre société, au monde, en toute humilité, avec cette expérience multiple que j'ai et avec ce goût pour l'écriture aussi. Je me suis dit, et si j'arrivais à parler de sujets que tout le monde peut comprendre, mais en élargissant un peu le spectre de la compréhension, ou si ça peut ouvrir un peu les consciences sur certains sujets de société. Donc là, notamment, ce roman, Le bruit du silence, c'est un roman, c'est un road trip entre Tel Aviv, Damas et Paris, qui parle de jeunes gens, un Israélien et un Syrien, donc avec des religions différentes, avec une culture différente. Ça se passe à Paris parce que à Paris tout peut se passer, on est d'accord. Exactement. Tout peut arriver. Comme dans Donc beaucoup de capitales du monde d'ailleurs. voilà, donc ça se passe là. Et donc, on va voir effectivement comment l'amour aussi peut être beaucoup plus fort que tous les clivages idéologiques, religieux, culturels. Et voilà. Voilà Bon, ce que... donc c'est un livre qui envoie de jolis messages Oui, dans un moment où le monde est un peu fou. Donc j'imagine que c'est un livre aussi pour faire du bien, pour rassurer, pour dire que tout n'est pas perdu. oui, aussi, oui, oui. Et justement, quand je parlais justement de montrer et aux gens de dire oui, c'est possible et on peut sortir du clivage, on peut sortir de ce qu'on voit dans les médias, à la télévision tout le temps, on peut sortir de cette frayeur. Et je vois, j'en parlais encore il y a pas longtemps, des gens où à force de regarder les chaînes d'information continue avec toute la terreur, les gens se recroquevillent sur eux et bon, tout ça fait monter aussi des extrêmes un peu partout et on le voit en Europe. Exactement. Et la peur, la peur. Et je trouve que l'amour est tellement plus joli que la peur. Alors, le 7 et 8, on va diffuser beaucoup d'amour aux gens qui vont venir nous voir, beaucoup d'amour, beaucoup d'art. Puis l'écriture, c'est un voyage et c'est une bulle rassurante. Je vais dans votre sens. Donc, merci Pascal, on vous retrouve à La Ciotat pour le Avec grand Festival plaisir. des auteurs francophones. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, on retrouve Claire Strail. Bonjour Claire. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Alors, ça va, quelques informations sur toi. Conférencière, auteur de, je crois, 8 livres, si je ne dis pas de bêtises, passionnée par les neurosciences, tout ce qui touche le cerveau et donc accompagner les gens qui rentrent pas nécessairement dans les cases. Et donc, voilà, c'est tout le thème de tes conférences, mais aussi de tes livres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette démarche? Oui, bien sûr. Alors, je suis effectivement fascinée par tout ce qui se passe au niveau de nos petites cellules grises et de savoir comment elles sont agencées pour faire de nous des personnes extraordinaires. J'ai eu la particularité de naître en étant dyslexique, au potentiel et hypersensible. Et donc, du coup, je rentrais pas vraiment dans les cases qu'on attendait de moi. Et à un moment, j'ai eu besoin de comprendre, voilà, ce qui se passait. Et en enseignant aussi, j'ai découvert la neuropédagogie et je me suis dit, attends, là, on tient quelque chose d'extraordinaire, c'est pas l'autre qui est débile. Si on lui donne le message comme il peut le vivre, eh bien, on va pouvoir changer sa vie. Et c'est véritablement ce que j'ai fait pour mes étudiants et élèves à cette époque et maintenant pour mes clients. Et c'est ce que j'explique dans mes conférences et dans mes livres, que notre cerveau, en fait, n'est pas contre nous, mais que nous avons la capacité de le comprendre, de comprendre nos spécificités et d'être heureux en avançant là-dessus. Alors, HPI, HPE, des mots qui veulent pas toujours dire grand-chose, surtout que si les HPI, on comprend un peu que ce sont ce qu'on appelait avant les surdoués, les HPE, c'est plus compliqué à faire comprendre à quelqu'un que certains ont des émotions un peu trop hautes, et donc ça génère pas mal de choses compliquées dans leur vie. Alors, HPI, c'est posé scientifiquement, hein, au potentiel intellectuel. Ce n'est que vraiment sur des capacités intellectuelles. HPE n'est absolument pas déposé, n'est pas reconnu scientifiquement. On va plutôt parler d'hypersensibilité ou d'ultrasensibilité, ce qui est en fait ce qui a été mis en avant par Hélène Aron, qui explique cette spécificité qui se crée en fait in utero, hein, à avoir en fait des hypersens.
C'est-à-dire que c'est pas juste je pleure parce que je vois la photo d'un chaton, c'est en fait mon corps a une capacité d'analyse beaucoup plus poussée que celle d'un individu lambda. Il faut savoir que les personnes hypersensibles, hautement sensibles sont à peu près 25% de la population, pardon, donc une personne sur quatre. Et c'est des personnes qui ont un traitement plus profond de l'information, des capacités sensitives plus développées et effectivement, ces réactions émotionnelles dans les fameux ascenseurs émotionnels qu'on connaît qui sont difficiles à vivre quand le monde autour de nous ne laisse pas de place à l'émotion. Alors, on s'est demandé comment le 7 et 8 juin, on pouvait, dans cette superbe cour classée de l'Éden, en parler. Et ben, on s'est dit que justement, les gens connaissaient un peu la série, la fameuse série HPI. Et ben, Tout à on fait. allait leur expliquer, enfin, tu vas leur expliquer que l'HPI, ce n'est pas que dans les séries. Donc, voilà, une petite discussion avec chacun qui peut se poser pas mal de questions sur lui, sur son entourage. Et donc, tu seras là pour répondre à tout ça? Exactement. Alors, je ne vais pas arriver en mode rousse, perché sur talon aiguille. Je laisse ça à Mince! l'actrice d'HPI. Là, quoique, allez, on va peut-être y réfléchir. Non, non, je laisse ça à l'actrice d'HPI. Par contre, je serai là avec tout ce que je sais sur le sujet. Vous pourrez retrouver mes livres aussi, qui parlent aussi de ces sujets-là et je répondrai à toutes les questions parce que il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, il y a beaucoup de parents qui sont en stress pour leurs enfants. Et ne pas rentrer dans une case ne veut pas dire être mis dans une case de force non plus, pouvoir trouver sa place. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre, comment dire, toutes ces spécificités neurocognitives et que chacun comprenne qu'en fait, il a le droit d'exister tel qu'il est et que c'est très bien comme ça. Eh bien, merci. On a hâte de t'écouter, ma chère Claire. En attendant, bonne fin de journée et à très vite sous les cieux de la Ciotat. Merci beaucoup, Ed Diète. Merci, Sandrine. Eh bien, on reste dans le sud et on retrouve Alain Zeffried. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, d'une Méditerranée à l'autre, c'est un peu l'histoire de votre vie. Ah oui, mais c'est de ce côté-ci de la Méditerranée que j'ai écrit. Il y a à peu près une vingtaine d'années que j'ai commencé vraiment, parce que jusque-là, il fallait gagner sa vie. Oui, c'est ça. Vous avez fait un métier extrêmement sérieux d'abord. Oui, 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 oui. Ah, mais c'est sérieux, le romancier aussi. Donc, je me suis rappelé qu'à cette époque-là, je me suis donné deux principes. D'abord, je voulais faire des livres très différents les uns des autres. C'est pas très commercial parce qu'il vaut mieux avoir un C'est vrai. créneau, par exemple. Par exemple, si vous êtes le roi du thriller exotique, c'est bon, on vous achètera vos livres. Mais j'ai considéré que si je faisais ça, j'allais un peu m'ennuyer. Et Hmm. comme on transmet toujours plus ou moins consciemment ses sentiments au lecteur, j'allais ennuyer le lecteur. Donc des livres très différents. Ensuite, j'ai un deuxième principe, c'est que pour moi, la littérature est plus un art quelque chose d'intellectuel. L'écrivain est un artiste pour moi, donc il faut qu'il s'adresse aux sentiments, aux émotions humaines, etc., plutôt qu'aux faits. Je n'ai rien contre les faits, on peut faire de très beaux livres sur l'histoire d'un amour, de son début, de sa fin, mais moi je voulais mettre. Alors, j'ai défini, mais a posteriori, au bout du 7 ou 8e livre, je me suis aperçu que je faisais quelque chose qui pourrait s'appeler le fantastique du quotidien. C'est-à-dire, c'est le quotidien, c'est des choses que tout le monde connaît, etc. Mais il y a soit un petit dérapage, soit un point de vue qui est un peu bizarre. Alors, je vais vous donner trois exemples. Au début, je voulais faire l'histoire de mon premier livre, je voulais faire l'histoire de mon quartier. Bon, alors l'histoire de mon quartier, c'est un quartier qui était très modeste, mais qui est près de la mer, avec la corniche, et puis il est devenu maintenant le quartier UP. Bon, j'ai acheté à temps, rassurez-vous. Mais je ne vous ai pas posé la question. Voilà. Et puis j'ai refait moi-même de la maison. Voilà. Donc, mais d'écrire mon quartier, alors je me suis dit, tiens, mais au fait, si c'était plutôt ton chat qui décrivait le quartier, parce que le chat, il va chez les voisins, il va partout, il connaît tout, il roule la nuit, il se débrouille, il a des jugements certainement sur les humains qui sont intéressants. Donc voilà, j'ai pris comme narrateur mon chat qui raconte les personnages du quartier, les aventures, etc. Voilà. Alors, Donc le ça, c'est le fantastique. premier. Ça, c'est un des premiers, oui, c'est celui qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et alors, le principe, c'est que on peut pas me démontrer que ce que je dis est faux. C'est-à-dire que c'est un fantastique plausible. Par exemple, le chat ne parle pas, ne communique pas par la parole, etc. Il pense. Et C'est toute la personne ne, magie du livre. voilà, et personne ne peut me démontrer qu'un chat ne pense pas ce que je lui fais penser. Voilà.
Deuxième exemple qu'on peut prendre, j'ai fait pareil avec des goélands. Donc je fais l'histoire de Marseille et de sa région, depuis l'Antiquité, mais racontée par des goélands. Bon, alors ils sont de père en fils, avec le bec, ils picorent sur les lettres et ils font des quatrains comme Nostradamus. Donc je joue avec le lecteur, le Ah, quatrain, c'est génial. on comprend pas au début, et puis 2, 3 pages ou 4 pages plus loin, on dit ah oui, il a dit ça, il avait raison. Bon, voilà, j'ai fait ça avec les goélands. Et puis avec des explications des fois historiques vraies, mais qui sont des explications de goélands. Par exemple, quand Louis XIV il a pris en grippe Marseille parce qu'il voulait tout simplement y mettre son pouvoir, Marseille était un petit peu rebelle. Eh bien, les goélands disent mais c'est pas du tout ça. Les chroniqueurs n'en ont pas parlé, mais nous sommes mis en haut de Saint-Victor, nous avons fianté sur le chapeau large de Louis XIV. Quand il a salué une dame, il a tout répandu tout ça sur sa robe et il a détesté les Marseillais. Et voilà pourquoi les canons des forts marseillais sont tournés vers Marseille et non pas vers le large pour la défendre. Vous voyez Ouais, c'est le drôle. genre. Alors, au final, vous avez écrit 12 romans, si je dis pas de bêtises, Voilà. Et un recueil et un recueil de Noël. voilà, le 13e et j'ai signé le contrat avec l'éditeur. Bravo! Et c'est alors aussi un fantastique du quotidien. Le thème est le suivant, je vous révélerai pas tout. C'est le diable qui regarde la terre et puis qui se dit, mais c'est pas possible, les humains, ils font le mal spontanément, diablement bien, mieux que moi, c'est pas normal, il faut que je descende voir. Donc, c'est le quotidien parce que c'est notre quotidien aujourd'hui, les guerres, le Bien sûr. Gaza, etc., etc. Mais c'est le diable. Alors, on ne sait pas quelle identité il prend. C'est un petit jeu avec le lecteur. Et puis, donc, le diable, par exemple, il dit, mais moi, parce que son interlocuteur lui dit, mais vous attaquez les politiques, les présidents, tout ça. Non, 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 pas du tout. Non, moi, j'attaque l'entourage. Et je croyais pas si bien dire parce qu'à l'époque, Elon Musk n'avait pas le rôle qu'il a eu ensuite. J'attaque l'entourage et c'est l'entourage qui va ensuite semer le mal. Voilà. Bon, c'est Puis votre alors, il y a côté une histoire. Nostradamus. Voilà, il y a une Avant, histoire d'amour, il y a tout, mais c'est un peu le diable. Personne ne peut démontrer que le diable n'existe pas. Ça fait des millénaires qu'on essaye, on ne peut pas. alors, avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de vos autres talents, parce que vous avez dit que l'écriture était un art en début de discussion, et vous vous attaquez à d'autres arts. Vous êtes aussi sur la musique, sur la traduction, qui est un art, hein, parce qu'une traduction d'un livre, c'est pas une traduction littérale, c'est réécrire un livre. Donc, Oui. c'est tous les talents d'un auteur. Donc, ça aussi, ce sont des cordes à votre arc. Voilà, ben la musique, il me reste, bon, la traduction, j'en fais plus trop. J'en ai fait j'ai traduit 8 livres quand même, dont 2 ou 3 littéraires, ce qui est mieux. Et puis qui ont eu du succès. Mais enfin, c'est surtout l'auteur. Et alors maintenant, j'ai composé une comédie musicale qui s'est jouée au Festival des Alpes dans les années 80, ça a bien marché. Ouais. Et puis aujourd'hui, alors, comme activité résiduelle, je fais des concerts, soit chez moi, soit chez des gens, des concerts un peu ludiques où j'improvise, c'est-à-dire je demande les gens tirent au sort des notes, ça fait un thème au hasard et j'improvise dans tel style, dans tel autre. Ou alors on prend un prénom de quelqu'un ou un nom, et puis on prend l'alphabet, vous savez en anglais les notes sont des lettres, donc il suffit de continuer au-delà de A, B, C, D, E, F, G. Puis on commence à H, I, J, K, L et on a des notes à la place des lettres, ça fait un thème et j'improvise. Ah bah, Alors les gens, j'aime beaucoup l'idée. Il faudra m'inviter, hein, cher Alain. ah oui, il n'y a pas de Je viendrai problème. faire le bœuf Je avec vais en vous. faire bientôt. Vous voyez, en ce moment, mon piano commence à muer, lui, parce que quand on passe de l'été à l'hiver ou l'inversement, il devient un peu faux. Donc, l'accordeur va passer début juin. Et puis après, on est Et puis prêt. après, on est prêt. Eh ben donc, et puis nous, on vous retrouve le 7 et 8 juin. Bah, peut-être qu'on fera un peu de musique finalement, on verra, hein. On vous Voilà. retrouve le 7 et 8 juin à La Ciotat pour ce premier livre en scène qui sera, je le rappelle, le 9e Festival international des auteurs francophones et qui se tiendra pour la première fois de ce côté-là de la Méditerranée. Merci Alain d'avoir répondu à nos quelques Merci. questions. On vous retrouve dans quelques jours maintenant. Bonne journée. À bientôt. Eh bien, une fois n'est pas
pas coutume, nous sommes en présentiel. La chance de rejoindre Laurence Gélier, qui est une niçoise de plusieurs générations. Hein. Eh oui. Ah oui, une vraie de vraie. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, Niçois, Laurence, on sera ravis de vous avoir le 7 et 8 juin avec nous. C'est la première fois qu'on fait un festival ensemble. Alors, vous avez écrit un polar. Oui. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce livre. Alors, c'est un polar, effectivement, qui se passe dans 2 lieux, on va dire, différents. Le premier, c'est une petite principauté qui est enclavée entre la Grèce et l'Albanie, qui s'appelle Monéikos. Et le second lieu, où se trouve, entre guillemets, la clé du mystère, se trouve dans les Alpilles, et c'est Saint-Rémy-de-Provence. Ah, c'est une région que vous connaissez bien. C'est une région que je connais très bien, puisque ma famille paternelle y est implantée depuis 1601. Wow. Donc, ça fait très très longtemps. Et ma famille maternelle, par contre, elle est à Nice depuis plus de 5 générations. Donc, j'ai vraiment un pied dans les 2 lieux. Et c'était ces 2 lieux que je voulais valoriser, on va dire, et faire connaître. C'est la volonté de mettre en avant un patrimoine géographique que vous aimez. C'est ça, exactement. Alors, Monéikos, évidemment, ça ressemble à la Côte d'Azur. Et puis, Saint-Rémy, c'est aussi, maintenant, ça a une image un peu plus, on va dire, touristique, voire, entre guillemets, bobo. Mais c'est quand même une des villes les plus anciennes de France, qui a une vraie histoire, où on peut trouver des ruines romaines, et où l'olivier compte énormément. Les Baux de Provence, Saint-Rémy, et donc le polar, effectivement, tourne aussi autour de l'olivier. Alors, c'est un premier livre. Vous avez une carrière riche, diverse, dans le métier de la communication. Parlez-nous un peu de ce parcours et comment vous êtes arrivé d'experte en communication à auteur. Alors, 2 choses. D'abord, j'avais eu la chance de rencontrer Jean-Louis Debray, avec lequel j'avais beaucoup parlé. Il m'avait dit, Laurence, il faut pas que vous soyez une vieille communicante, il faut que vous soyez un jeune quelque chose. Hein. Il m'avait dit, il faut que vous soyez une jeune quelque chose. C'est vrai qu'il est resté jeune jusqu'à la fin. Voilà, et je me suis interrogée, je me suis dit, bon, une jeune quelque chose, je sais pas trop faire grand-chose à part mon métier. Et finalement, écrire, ça, je crois que je sais faire. Je l'ai fait toute ma vie, donc et je me suis dit que j'allais essayer d'écrire. Voilà. Au départ, mon idée c'était d'écrire une nouvelle. Et puis finalement, quand je suis arrivée à la page 180 et quelques, c'était une très très longue nouvelle, et voilà. Et ça a pris la forme d'un polar sans que je m'attelle réellement à l'écriture d'un polar. C'est vraiment au fil de l'écriture, les personnages commençaient à prendre forme. J'avais des idées pour eux, et aussi eux en avaient pour moi. Et franchement, c'est devenu un polar sans que j'ai eu la volonté de l'écrire au départ. Alors, lors de ce festival, on va rencontrer les auteurs, effectivement, en dédicace, mais pas que. Il va y avoir toute une série d'ateliers, d'animations. Nous réserver quelque chose, Laurence? Oui, alors moi, j'aimerais beaucoup lire une nouvelle, effectivement, des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Parce que c'est encore la Provence que j'aime. Et la nouvelle que je lirai s'appelle Installation, et c'est le premier jour où Daudet découvre le moulin, dans lequel, entre guillemets, il écrira ses nouvelles. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, il les a pas écrites du tout là. Il est allé régulièrement au moulin, mais il les écrivait chez un ami qui était comte et qui avait un château. Mais tout ça, j'en parlerai lors de la lecture. C'est une lecture qui se fera en musique. Qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, j'ai choisi, pour ceux qui aiment les films La gloire de mon père, Le château de ma mère, etc., j'ai choisi la musique qui illustrait ces films, qui est donc de Vladimir Cosma et qui s'appelle La valse d'Augustine. Et puis il y a un autre livre dans lequel on peut vous lire, c'est celui de l'hommage à la Méditerranée. Alors, l'hommage de la Méditerranée, non, parce que je n'étais pas, voilà. Peut-être l'hommage à Pagnol. Voilà, c'est ça. C'est Pagnol qui a Voilà, c'est Pagnol. Oui, absolument. Il est très très tôt ce matin, on vous dira pas tout. L'image à Pagnol, effectivement, qui est le prochain qui va sortir cet été. C'est ça. Et puis sinon, j'avais écrit effectivement un mélange aux éditions Alexandrine qui était sur les auteurs qui avaient connu Nice ou qui étaient de Nice. Et j'avais parlé de Romain Gary et de son amour pour les marchés.
les marchés de Provence et en l'occurrence le marché de la Buffa à Nice, mais qui n'existe plus depuis récemment, mais qui n'existe plus. Bon, bah, c'est un point commun supplémentaire avec Gary, Voilà. parce que moi, les marchés, c'est aussi ce qui me fait lever le matin. Merci Laurence. Merci. On a hâte de vous retrouver. Puis merci d'être venue. Merci. Puis moi, j'ai hâte de vous retrouver aussi, vraiment. J'ai hâte. Venez me voir. Voilà. Bonne journée. La journée ne fait que commencer. Au revoir. Merci. Au revoir. Nous étions à Nice et on va y rester avec Sophie Floriani. Bonjour Sophie. Bonjour Sandrine, buongiorno. Buongiorno. Justement, j'allais vous en parler de ces racines italiennes parce que, alors Sophie, vous êtes très attachée à cet héritage italien et justement, ça transpire, j'ai envie de dire, dans vos livres. Donc, racontez-nous un peu pourquoi vous avez eu envie de partager cet amour d'Italie qui est aussi cet héritage familial. En fait, c'est pas tant que j'ai eu envie, Sandrine, c'est que ça s'est imposé à moi. Lorsque j'ai écrit mon premier roman Italienne 100%, que je vous montre, ce n'était pas du tout prévu. J'étais dans une grande banque et j'étais responsable de la conduite du changement et je m'occupais d'innovation managériale. Un éditeur m'a contacté pour écrire un livre sur le management parce que je faisais beaucoup de conférences là-dessus. J'écrivais aussi des articles. Et contre toute attente, dès que j'ai mis les mots chapitre 1 sur mon ordinateur, c'est Italienne 100% qui est sorti. Donc je pense que ça s'est imposé à moi, c'était en moi et voilà. Et Alors finalement, le management du changement, c'était aussi pour vous. Parce que vous avez finalement abandonné cette grosse carrière pour faire autre chose, pour continuer dans ce que vous faisiez, mais en tout cas, pour vous donner le temps d'écrire, puisque vous en êtes à votre 3e roman aujourd'hui. Oui, c'était un moment où, voilà, c'est comme quand on se marie, parfois on divorce, ben là, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis vraiment plongée dans l'écriture, tout en gardant mes compétences managériales, en les mettant au service d'entreprise en tant qu'indépendante ou d'école pour l'enseignement. Voilà. Cette italienne, cette Dolce Vita, tous ces titres qui donnent envie de se plonger dans vos livres, ce sont quoi? Ce sont des romans de fiction? C'est un mélange de tout? C'est quoi? C'est un mélange de tout, je pense. Le premier roman, Italienne 100%, est très lié à moi. Et en fait, ce que je n'ai pas dit et que je dois dire, parce que c'est très important, c'est que j'avais perdu ma grand-mère, la nonna, ma grand-mère des Abruzzes, donc italienne, qui m'a élevée en partie. Bien sûr avec mes parents, hein. Mais c'est comme ma seconde mère et elle est morte à 105 ans, donc autant dire que je l'ai connue très longtemps et je pense que le fait que le livre de management se soit finalement transformé en roman, c'est elle qui m'a guidée de là-haut, j'en suis persuadée. Et du coup, bah après il y a eu le deuxième livre, L'inconnu de Naples, que je vais vous montrer, voilà. Ensuite, aujourd'hui, je suis au Salon de l'Huile de Nice avec Le goût de la Dolce Vita. Et tous ces titres, donc le premier est très lié à moi, mais ça reste un roman. Et ensuite, je me suis, voilà, je me suis laissée emporter et amusée. Et j'ai aussi fait voyager des lecteurs qui m'ont demandé en fait une suite que j'avais en tête. Mais comme j'avais écrit par hasard, enfin, entre guillemets, le premier roman, j'attendais d'avoir le retour des lecteurs pour en écrire un deuxième et puis un troisième. Et là, je vais... Est-ce qu'on peut imaginer que ça va être un peu votre marque de fabrique? Est-ce que vous n'êtes pas arrivé encore au bout de cette aventure italienne? Il y a encore des choses à raconter, des choses à partager? Alors là, j'ai dit au lecteur que c'était la fin de la saga, sachant que les romans, les 3 peuvent se lire indépendamment, je l'ai fait exprès. Ça a été compliqué, enfin, au niveau technique, mais ça marche. Je les ai testés auprès de personnes compétentes. On peut les lire séparément, mais là, j'ai quand même dit au lecteur, c'est la fin de la saga du personnage qui s'appelle Abondance. Ils sont un peu tristes. Alors, je vais passer à un autre personnage, mais je sais que malgré moi, l'Italie transparaîtra toujours. Je ne peux pas faire autrement. Je crois que c'est plus fort que moi. J'ai commencé à écrire autre chose. Il y a encore l'Italie. Enfin, c'est quand même ma marque de fabrique. Ça s'appelle Écrire avec ses tripes. Alors justement, le 7 et 8, on parlera un peu d'italien parce que vous nous ferez des lectures musicales au son Comme des lectures napolitaines. Napolitaine, oui, parce que je suis très attachée à Naples. Je suis de cœur napolitain. D'ailleurs, il est là, je crois, le corno.
Alors, attendez. Et Ça, c'est d'ailleurs, le d'ailleurs grand notre invité d'honneur, Philippe Villain, est de Naples aussi, donc vous aurez plein de choses à vous dire. formidable. Mais oui, évidemment. Et du coup, oui, je suis très attachée à Naples, pas que, mais c'est quand même ma ville de cœur, étonnamment. Alors que mon père est du Grand Nord de l'Italie, il est du Frioul, qui est donc très près de l'Autriche et de la Slovénie. Et ma mère est des Abruzzes, juste au-dessus des Pouilles. Et moi, je suis C'est napolitaine. Naples, ça. Il se paraît qu'il y a une magie avec Naples, quand on lit Amanda Aster, quand on lit tous ces auteurs qui ne sont absolument pas italiens et qui sont tombés en amour, comme on dit, avec Naples. Je crois qu'il y a cette espèce de magie de la ville, hein, et que ceux qui ne la connaissent pas doivent aller la visiter. Ah bah complètement. Merci Et moi, Sophie. ça, alors, Et je puis on rajoute se retrouve donc le 7 et 8 à La Ciotat, dans ce magnifique lieu historique qui est le plus ancien cinéma du monde, l'Éden à La Ciotat. Ah Et, beh, je suis voilà. ravie. Mi fa molto piacere, sarà un gran piacere. Eh Grazie di bien, cuore. eh bien, on est ravis et on est ravis de vous avoir et de découvrir ces trois romans et puis ce personnage d'abondance donc qui plaît tellement à vos lecteurs actuels. Bon salon, bonne semaine et puis donc à très vite. Merci beaucoup, Sandrine. À presto. À presto. Et on retrouve Éric Rémus. Bonjour Éric. Bonjour Sandrine. Alors, quelques mots pour vous et sur vous. Vous avez été banquier, vous avez eu des entreprises de courtage, d'assurance, et puis vous avez racheté un vignoble. Et c'est là un peu que votre vie a un peu changé, puisque après ce vignoble, eh bien, vous vous êtes mis à écrire et écrire dans le monde du vin. Mais c'est vous qui allez me raconter tout ça. Alors, en fait, j'ai toujours aimé écrire, et même d'ailleurs dans ma vie professionnelle de banquier et d'assureur, j'ai toujours été attentif à la qualité de l'écriture. J'avais écrit, coécrit en fait à la fin des années 90, un premier livre qui était Les Bleus en Noir, qui était dans l'univers du football. Et donc, il se trouve que c'était un moment un peu charnière dans ma vie professionnelle traditionnelle, disons, et j'avais pu prendre 3 4 mois pour justement écrire. Et puis ensuite, la vie a repris son rythme. Et donc, c'est seulement une fois que j'ai en fait acquis Château Edmus, que j'ai dirigé pendant 12 ans, et après l'avoir cédé, que j'ai eu envie à la fois à nouveau d'écrire, et que j'en ai eu le temps, et surtout que j'ai mesuré tout l'intérêt que le vin suscite. C'est extraordinaire quand vous organisez un dîner, vous demandez à quelqu'un, vous faites quoi? Je suis banquier, d'accord. Et vous, courtier? Et vous, vigneron? Ah oui, où ça? Saint-Émilion, c'est formidable. Et en fait, c'est vraiment, il y a une magie autour du vin, et ça concerne il y a pas ça concerne tout le monde en réalité, quel que soit le sexe, quelle que soit la nationalité, je dirais presque d'une certaine façon, quelle que soit la religion, parce que on a exporté dans des pays musulmans qui sont pas des grands consommateurs, mais vous avez quand même, par exemple à Istanbul, toute une communauté d'esthètes qui aiment le vin et qui en boivent. Et donc, cet intérêt pour le vin est, je peux dire, extrêmement répandu. Et j'ai eu envie de combiner cette double intérêt pour l'écriture en ce qui me concerne et de ce que je ressentais de l'intérêt que pouvaient avoir les Alors, alors, vous écrivez, il faut le dire, hein, vous écrivez de la fiction, c'est des romans que vous écrivez. Donc, on est dans le monde du vin, des vignerons, des vignobles, mais on suit des aventures palpitantes. Voilà. Alors, c'est effectivement, je ne pouvais pas imaginer de faire un manuel pédagogique sur le vin, simplement parce que j'ai certainement beaucoup appris, mais pas suffisamment pour pouvoir avoir une légitimité pour écrire quelque chose là-dessus. J'aime par ailleurs raconter des histoires, et effectivement, je l'ai fait. Il y a eu 2 livres. Il y a eu le premier qui était Irouléguy, mon amour, le second plus récemment qui est Une étrange rumeur. Et c'est une histoire, une intrigue, avec un personnage principal qui est un sommelier. Je trouvais intéressant que ce soit un sommelier, parce que un sommelier, c'est un peu comme en musique, vous avez l'interprète et le compositeur. Le sommelier est un peu l'interprète, c'est le conteur d'histoire, de l'histoire des vignerons, des vignobles.
et je trouvais intéressant de parler du vin au travers du regard d'un sommelier. Et je l'ai fait en imaginant un personnage c'est comme un témoignage, puisque je parle en fait à la première personne dans ce livre, même si je n'ai jamais été sommelier, mais au travers de ce personnage, je lui fais vivre des tas d'aventures, des tas de galères, je peux dire aussi, et qui découlent en fait d'une vengeance qui remonte à l'époque de ses études, quand il fait ses études de sommellerie et qu'il gagne un concours qui était qu'un autre aurait pensé avoir, pas parce qu'il avait triché, et en fait, mon personnage principal démonte en quelque sorte la triche et crée de ce fait-là une rancune tenace qui va poursuivre mon personnage principal et qui va le faire partir d'expérience en expérience. Donc à chaque fois, il y a un côté assez positif parce qu'il traverse des galères, il change de job, il passe de pays en pays, toujours dans Oui, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Lui a gagné un concours et vous avez gagné un prix d'ailleurs avec ce livre. Vous avez gagné quasi immédiatement à sa sortie un prix. Il y a eu effectivement une double récompense, un prix qui était les Gourmands Awards, qui était un prix qui a été créé par Édouard Cointreau et qui m'a été accordé avant même que le livre soit effectivement sorti. Je l'avais envoyé sous forme d'épreuve encore, et donc il a été primé. Et puis, un peu plus tard, 6 mois plus tard, je l'ai présenté à un organisme qui est très important dans le monde du vin, qui s'appelle l'OIV, l'Organisation internationale du vin et de la vigne, oui, qui distingue chaque année différents ouvrages, soit des ouvrages savants dans le monde du vin, soit ils ont une section littérature, et ils m'ont accordé une mention spéciale. Donc c'était en 2022 et j'en étais assez content parce que c'était effectivement. J'ai ensuite été appelé à être juge dans et j'ai vu tout le sérieux et tout le processus et donc c'est effectivement un prix que je peux qualifier de sérieux. On ne se rend pas compte du travail autour des prix. Merci beaucoup, Eric. Alors, on vous retrouvera le 7 et 8, certainement avec une animation aussi autour de ce monde et de comment on passe du monde des vignes à celui de l'écriture et toutes ces étapes que vous avez poursuivies. Vous nous raconterez tout ça. En attendant, bonne fin de semaine et puis on se retrouve le 7 et 8 à La Ciotat. Merci, Eric. Merci, Sandrine. À très bientôt. C'est quasiment une amie qu'on retrouve, Luxie Darc, qui est depuis si longtemps au sein du réseau. Bonjour Luxie. Bonjour Sandrine. Alors, on va pas parler de tout ce que tu as fait par le passé, on en a déjà 1000 fois parlé, on va parler du projet actuel qui est très excitant. Et on te suit, toi et Karl, à l'image, puisque Karl est photographe à la base, mais qui t'a filmé également. J'aimerais que tu nous racontes un peu le projet. D'abord, je vais peut-être présenter un tout petit peu le livre quand même, parce que c'est le livre qui est à l'origine du projet. Donc, bon, moi, je suis auteur, donc c'est mon 3e livre qui est sorti au mois de mars. Donc, après Émotigraphe et Thérapie sensuelle, c'est mon 3e donc, livre qui s'appelle Secret existentiel. Et secret existe-en-ciel. Il y a toujours des jeux de mots chez toi. Hein. Ouais, j'aime bien, mais des fois j'en invente aussi des mots, j'aime bien. Il n'y en a pas assez. Pas assez de fantaisie encore dans la belle langue française. Donc le livre, ça parle du lien qu'on a avec les êtres qui nous sont chers. Et ça pose des questions existentielles aussi, du coup, voilà, c'est d'où le jeu de mots. Ça raconte le cheminement d'une femme qui, face à la perte donc, de ces fameux êtres qui lui sont chers, va se lancer dans un voyage introspectif et s'est questionner sur des thèmes de société tels que dont on parle beaucoup dans les médias, etc. Donc ça va parler du consentement, ça va parler de respect, ça va parler du droit à mourir dans la dignité, ça va parler des relations superficielles sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Voilà. Donc c'est plein de petits textes qui évoquent un peu toutes ces thématiques. Et à travers ce cheminement, elle va aller à la rencontre d'elle-même, de son authenticité, de sa sérénité et retrouver le goût de l'utopie.
Voilà, c'est un peu ça le cheminement à travers le livre. Et donc, à partir de Alors cette... attends, je voudrais quand même préciser que comme tu ne fais jamais les choses comme les autres, tu as été une fois de plus extrêmement créative pour lancer ce livre. Et donc, je Voilà. te laisse nous raconter toute l'histoire de ce livre avec Karl. Et voilà. Et donc, à partir de là, on s'est interrogé avec Karl comment on pouvait lancer de façon un peu originale, enfin originale, voilà, pas envie de faire comme tout le monde. Et donc sur les livres précédents, je faisais déjà des mises en scène autour de lecture de mes textes, mais face à des publics. Là, la nouveauté, la grande nouveauté pour moi, c'était de passer devant la caméra plutôt, et lui derrière. Et donc, il m'a filmé pendant des lectures que nous avons réalisées lors d'un voyage. Donc, on a fait ça sous forme d'un road trip. On a traversé la France, du sud de la France, de l'Aveyron, d'où je suis native, jusqu'à Paris. On a fait ça en 6 jours. 6 jours ou 6 lieux différents. Donc, on avait prévu d'aller dans 6 lieux mythiques en lien avec la transmission des secrets à travers l'histoire, à travers les secrets de la littérature, etc. Donc, on avait choisi des lieux magnifiques. Donc, on est parti du musée Fenaille à Rodez et tout ça, en 6 étapes, on est arrivé jusqu'à la maison de Victor Hugo à Paris, place des Vosges, en passant par un dolmen, par un moulin à papier et la maison de Georges Sand à Nohant-en-Ville aussi. Voilà, donc des lieux sublimes. Il y a pas que des lectures, il y a aussi une intimité, il y a la caméra qui se pose comme ça sur toi à des moments extrêmement quotidiens, mais qui prennent avec la musique, avec l'image, une intimité. On a l'impression des fois d'être dans un film de Lelouch ou Waouh! non, il y a des scènes qui nous captivent dans toute leur normalité. Elles sont extrêmement captivantes. Donc, il y a tout Ouais, ce c'est ça. travail-là. En fait, il y a un va-et-vient, il y a deux styles de films. Donc, il y a les films de lecture qui ont été faits dans ces lieux que j'ai décrits, listés, en noir et blanc, avec voilà, un souci de l'esthétique. Moi, j'appelle ça presque des photos parlantes, parce qu'à la base, il est plus photographe voilà, que vidéo, Karl. Donc, il a fait des cadrages magnifiques dans ces lieux, et moi, je parle au milieu de la photo, quoi, en gros. Et puis, on alterne ça avec des films du voyage, donc du road trip lui-même. Donc, on retrouve cette notion de quête initiatique, en fait, à travers l'idée du road trip. Et donc, entre chaque lecture dans ces lieux-là, on filmait notre vie quotidienne, comme tu dis, et dans notre intimité parfois. Mm. Voilà, c'était totalement naturel, pas maquillé. Voilà. C'était la vie du quotidien pendant ce voyage et cette quête finalement. Et chacun, alors, je sais pas si le public a vu déjà les films et ceux qui vont les voir à La Ciotat et plus tard encore, ont bien perçu la chose, mais dans chacun de ces petits films, on introduit la lecture suivante, la thématique de la lecture suivante. Voilà. Mais alors, autant les lectures étaient préparées, je les répétais, etc., autant le reste, on avait un fil conducteur. On savait qu'on voulait à chaque fois introduire telle thématique, mais on savait le matin, on partait, on savait pas ce qu'on allait faire. On savait pas ce qu'on allait filmer, on filmait, et puis Elle on est là la montait, magie. et voilà. Elle est là la magie. Alors, tu parles justement, tu m'as fait une parfaite introduction pour le 6 et 7. Donc, vous avez travaillé sur un projet unique qui a été créé pour le 6 et 7, pour le Ouais. festival de La Ciotat. Spécialement pour toi. Ah, waouh! Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sans tout dévoiler, peut-être? Voilà, donc c'est en construction dans mon salon là pour l'instant. C'est une cabine. L'idée c'est de faire un cinéma miniature. Donc en fait c'est une cabine un peu comme une cabine de plage, puisqu'on sera pas mal à la plage. Mais on rentre, sauf qu'on va rentrer dans le noir, dans l'intimité, et on aura des casques à disposition. Il y aura des projections sur 2 côtés de la cabine à l'intérieur, un petit siège de douillet pour s'installer, des casques à mettre sur les oreilles pour se plonger dans une bulle pour bien écouter les textes et voir les films se dérouler du coup sur les parois de ce cinéma miniature. Et donc on a baptisé ça un ciné-livre, puisqu'en fait c'est comme si on rentrait à l'intérieur du livre, l'extérieur qui pourrait représenter la couverture du livre. En fait on va le mettre en diagonale. Enfin, on a l'impression de rentrer dans le livre, quoi. C'est ça l'idée. Et voilà, le temps de savourer ces films, et on peut y aller rentrer à 1 ou à 2.
Ouais. Et des bulles de poésie, on en a besoin, surtout en ce moment. Alors voilà, une bulle de poésie dans une bulle littéraire. Ouais. C'est la promesse un peu qu'on vous fait le 7 et 8 juin prochain dans cette cour sublime, cette cour mythique, classée du plus vieux cinéma du monde, à l'Éden. Ben oui. C'est ça. Tu as vu les films des Frères Lumière, et donc nous, on s'inscrit un petit peu 130 ans plus tard dans ça, avec nos petits films courts, en noir et blanc aussi. Voilà, il y a un petit rappel aussi. Eh ben, l'histoire est jolie. Merci. Alors, on va te laisser finir de construire ça dans ton salon. C'est Et ça. puis, on se retrouve le 7 au matin pour l'ouverture de cette petite bulle poétique avec toi et Karl. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir, Sandrine. On se retrouve dans le sud de la France avec Philippe Ken. Bonjour Philippe. Bonjour. Quelques mots sur vous. Vous êtes historien, égyptologue, mais surtout vous êtes auteur et vous vivez de cette passion à longueur d'année. Les auteurs ont le plaisir de vous retrouver. Vous nous avez étonné il y a quelque temps avec un thriller historique et puis là vous nous étonnez à nouveau avec une romance historique. Racontez-nous cette aventure. Eh oui, écoutez, donc j'ai écrit un certain nombre de romans historiques traditionnels, c'est-à-dire en fait des récits chronologiques. Et puis voilà, j'ai voulu un petit peu casser les codes, comme on dit, hein. Et voilà, je me suis mis à écrire des choses plus contemporaines, peut-être plus dynamiques aussi par rapport à notre époque et aux désirs des lecteurs qui m'en sont gré, puisque je le vois, j'ai beaucoup de courriers qui m'est adressé, qui me dit ah oui, écoutez, vous avez raison, franchement, maintenant on en est au thriller, on en est à la romance historique aussi, mais toujours enchâssé dans un thriller. Et je prépare un polar, en fait. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc la grande histoire et la grande histoire, vos personnages ont existé, tout l'environnement est historique, mais on le lit finalement comme un roman. Et là, cette fois-ci, comme une romance, c'est une histoire d'amour. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai voulu, je respecte, c'est l'historien en fait qui écrit le thriller, le polar. Donc le fond est l'histoire, la vraie histoire. Et le ciment, c'est soit la romance, soit le thriller, soit le polar. Donc je vois bien que moi je prends déjà beaucoup de plaisir à l'écrire et mes lecteurs à le lire, d'après tout le courrier abondant que je reçois. Alors, ça veut dire aussi que du coup, vous êtes plus accessible à un public de lecteurs plus large. J'imagine que certains qui sont un peu rebutés par le roman historique se disent que cette fois-ci, c'est accessible pour eux. Oui, parce que finalement, on en oublie presque le contexte historique, se plonger dans les aventures, dans les intrigues, dans la grande aventure véritablement. Et j'ai des lecteurs qui sont parfois très jeunes, j'ai des lecteurs compulsifs qui ont autour de 12 ans et C'est qui génial, c'est formidable. se délectent de mes livres. Et j'ai ça de 12 ans à 77 ans, comme disait Hergé. Alors, ce qu'on découvre aussi dans vos livres, c'est que finalement, la première société féministe, c'est un peu cette société égyptienne antique. D'ailleurs, vous allez nous en parler lors d'un atelier, d'une rencontre, d'une discussion à la Ciotat les 7 et 8 juin prochains. Vous allez réunir les lecteurs pour leur parler de ça, parce que c'est étonnant. Oui. Ah, tout à fait étonnant. Donc, on ne se rend pas compte à quel point les femmes possédaient du pouvoir dans l'Égypte. Et véritablement une place très, très importante dans l'Égypte pharaonique, et on découvre des personnages tout à fait contemporains. Et là encore, mes lecteurs sont souvent très étonnés de voir, parce que bon, quand on pense de l'histoire, on se dit, hein, mais les femmes étaient reléguées au second rang dans l'Égypte pharaonique. Pas du tout, pas du tout. Et souvent, donc, à très haut niveau, donc au niveau de Pharaon et de sa reine, souvent c'était un véritable tandem qui se retrouvait au pouvoir. Donc c'est très remarquable et on oublie le contexte, on oublie que c'est si loin dans l'histoire. Eh ben non, c'est tout à fait proche. Oui, c'est étonnant. Alors c'est vrai que nous, ben, on connaît comme ça Néfertiti, Cléopâtre. Donc on se dit qu'effectivement il y a des femmes qui ont rayonné, mais c'était toute la société qui était finalement une société mixte. Oui, complètement. La femme d'ailleurs disposait de ses biens. Elle pouvait divorcer également.
Donc, c'est évidemment, ça, c'est la base de la liberté féminine. Hein. Voilà. Et les gens sont encore une fois très très étonnés de voir à quel point je raconte cela dans mes livres. Et je raconte par exemple, je vais prendre un exemple tout particulier. La sœur de Néfertiti, la sœur cadette de Néfertiti, était un personnage tout à fait extraordinaire. Je raconte d'ailleurs dans un de mes livres, dans le thriller, le dernier thriller que j'écris, où on voit cette femme user et même abuser du pouvoir d'une manière extraordinaire. Bon, alors on a hâte de vous lire. On vous retrouve le 7 et 8 pour Livre en scène, le 9e festival des auteurs francophones, un festival que vous connaissez bien puisque on a le bonheur de vous avoir à travers le monde avec nous sur les différentes éditions. Écoutez, Sandrine, je suis vraiment très heureux de participer à ces rencontres des auteurs francophones parce que c'est une ouverture sur le monde et même en France, évidemment, voilà, justement à la Ciotat très prochainement, qui donne aux auteurs un public tout à fait extraordinaire à découvrir, vraiment. Merci Sandrine en tout Je cas. vous en prie, puis vous allez retrouver nos amis québécois, nos amis des États-Unis, de Belgique, qui seront là aussi à la Ciotat, qui font le déplacement. Cette fois-ci, c'est eux qui viennent nous voir. Merci Philippe, bonne journée, à très vite. Merci à tous, à très bientôt. Bonjour Sandrine. Bonjour Madame Mérez. Alors, Madame Sandrine ira bien. Sandrine à Sandrine, ça sera très bien comme ça. Alors, Sandrine, qui, vous l'avez compris, vient de nous rejoindre. Donc, voilà, bienvenue dans la grande famille de rencontres des auteurs francophones. On est ravis de vous accueillir, Sandrine, lors de cette première édition à la Ciotat, qui sera donc la première pour vous. Alors, Sandrine, si j'ai bien suivi votre parcours, vous êtes une spécialiste de Pagnol. Et ce qui nous arrange bien, puisque le prochain recueil est un spécial Pagnol. Racontez-nous un peu tout ce que vous avez fait autour de Pagnol et pourquoi vous l'avez fait. Alors, j'ai fait un projet sur 5 ans autour des œuvres de Pagnol. C'est un roman qui plaît toujours beaucoup aux enfants, donc La gloire de mon père, Le château de ma mère, qui sont des intemporels, qui passent souvent au cinéma pour fêter les grandes vacances, en plus, début juillet. Et puis, je me suis dit que ce serait intéressant aussi de l'aborder sous l'angle théâtral. Donc, j'ai fait jouer les enfants sur un florilège de pièces, y compris Merlus, qui lui était de base un film. Donc, on a repris voilà, le texte de Merlus, je l'ai adapté au théâtre. On a mis en scène la trilogie, Cigalon, Le Spoons, voilà, vraiment, toutes les pièces de Pagnol sont toujours aussi belles et intemporelles. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir en fait à participer à ces petites mises en scène et c'est devenu un vrai plaisir. S'accompagne à ce projet théâtral et littéraire un voyage aussi à Aubagne. Donc voilà, la randonnée dans les collines, les randonnées théâtrales, les lieux de tournage de Marcel Pagnol. On a visité aussi sa maison natale. Voilà, donc tout ça, c'était passionnant. Et l'âge de Marcel, en fait, quand il est dans la gloire de mon père, il a 12 ans. Donc, ça intéresse beaucoup les jeunes collégiens. Alors, malgré tout ce travail sur la littérature, vous avez aussi rencontré des auteurs. Vous avez d'ailleurs fait une interview, je crois, avec 160 élèves de Jean-Baptiste Androit, notre prix Goncourt et puis membre d'honneur de Rencontre des auteurs francophones. Et puis 2024, c'est enfin un premier livre, un premier ouvrage. Tout à fait. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je suis éditée depuis le mois de décembre. C'est un hommage au prix Nobel de littérature, Ivan Bounine. Donc, premier prix de Nobel de littérature russe, 1933, qui a séjourné à Grasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a habité successivement 3 villas. Et pendant qu'il habitait ici, en fait, il a logé chez lui des artistes juifs et des enfants qu'il a sauvés de la guerre. Et je voulais en fait voilà, montrer à nouveau ce grand humaniste qu'était Ivan Bounine. C'était un grand littéraire, mais aussi un humaniste qui s'est mis vraiment au service des gens qui étaient dans le besoin. Et pour lui rendre hommage, parce qu'on parle souvent du réseau Marcel en temps de guerre, il faut savoir que Ivan Bounine a beaucoup aidé aussi dans la région. Eh bien, merci en tout cas de lui rendre hommage,
parce que voilà, il faut que des gens comme vous fassent revivre la mémoire de ceux qui ont sauvé l'homme. On dit dans la religion juive que celui qui sauve un homme sauve l'humanité. Donc voilà, il a participé à sauver l'humanité. Merci beaucoup, Sandrine. On vous retrouve donc le 7 et 8 pour cette première édition de Livre en scène à La Ciotat. Vous nous allez donc nous amener un livre et puis peut-être monter un peu sur scène pour réciter du Pagnol, pourquoi pas. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous, merci. Rendez-vous avec Maria à présent. Bonjour Maria. Bonjour Sandrine. Alors, à votre joli accent, on devine que vous êtes de Roumanie. Bah, c'est ça, oui, de Voilà. Bucarest. Et que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes à la fois astrologue, vous vous occupez des énergies, des émotions, de la force intérieure, notamment des femmes, des relations humaines au sens large, de l'amour, et finalement de vous donner toutes les clés pour vivre pleinement en liberté, et c'est ce dont on a tous besoin. Alors, racontez-nous un peu, je crois qu'il y a une trentaine de livres aujourd'hui qui sont parus, et en français et en roumain. Racontez-nous un peu cette aventure de l'écriture. C'est une longue aventure, mais c'est assez plaisante. Au début, j'aimais écrire pour moi, comme tout le monde. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des lettres pour un radio, pour une occasion spéciale sociale ou quelque chose. Mais en effet, c'était depuis toujours que j'avais cette passion d'écrire des essais, juste comme ça, pour comprendre plus le monde, pour connaître mieux sur le fil des idées et tout. Après, j'ai beaucoup étudié de la philosophie et tout ça, mais en plus, à un moment donné, je me suis décidé que tout ce que j'ai lu par rapport à l'astrologie sur le couple, par exemple, c'était pas du tout ce que je connaissais moi des expériences comme dans l'astrologie et tout. Et je me suis dit, bah, il faut que je commence à faire des études et de publier, de mon point de vue, les compatibilités des signes de zodiaque. Et c'est là quand tout a commencé comme ça. Si avant j'écrivais parce qu'une fois dans l'année j'avais besoin de m'approcher de l'écriture et de faire vibrer mon âme, là j'ai commencé à faire vibrer mon âme tous les jours. Et j'ai écrit 2 ans presque ce livre qui était, pour un premier livre, c'était presque 600 pages et je n'avais pas envie de m'arrêter. Mais il fallait, hein. J'ai commencé déjà à avoir des petits soucis comme le nez qui coulait du sang et des choses parce que j'étais trop dedans, je pouvais pas dormir, j'avais trop des choses à dire. Et ça a été le premier livre sur l'astrologie. Après, bien sûr, j'ai mis dans des autres livres des autres choses, pas nécessairement astrologiques, parce que j'avais un cours de développement perso. Et je me suis dit, bah, jamais dans la vie, je peux arriver à tout le monde. Comme ça, un livre peut arriver plus facile que les gens peuvent venir faire le cours avec moi. J'ai transformé le cours dans un livre. Après, pour accompagner le cours de la féminité, j'ai écrit un autre livre sur la féminité. Et c'était tout le temps comme un petit outil d'aider et essayer à aider les autres avec des recettes ou avec des idées ou avec des solutions que j'avais. Alors, comme moi je vous ai dit, Maria, réfléchissons à ce qu'on peut mettre en place comme atelier ou comme animation pour inviter les lecteurs qui seront là le 7 et 8 à La Ciotat et qui viendront nous voir. Vous avez eu l'idée de mettre un peu l'astrologie et l'amour un peu au service de ces lecteurs et on va un peu les interpeller, ces lecteurs. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Dites-nous quel est votre signe, quel est le signe de votre conjoint, puis on va vous expliquer comment ça marche. C'est un peu ça l'idée. Oui, parce que l'idée c'est que en relation, ça peut être un grand amour ou ça peut être juste une histoire d'amitié, ça peut être une histoire toxique, ça peut être beaucoup de choses. Du coup, ça dépend déjà
quelle vibration on a dans cette relation, ce qu'on est là faire, si on s'assume la relation, si on est juste profiter de la passion, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu la provocation de le faire voir qu'en plus de ce qu'ils ont, ils peuvent avoir encore plus que ça s'ils regardent un petit peu plus loin dans la vibration, dans les énergies, dans l'âme et tout. Bon, ça devrait être drôle. On va peut-être les faire monter, entre guillemets, sur scène. On va Ouais, peut-être transformer ça en quelque chose de très sympathique. Et puis, je suis sûre qu'on va aider des couples à mieux se comprendre finalement. oui, bon. C'est le but, hein, que l'amour soit partout, Merci à beaucoup, Maria. On l'intérieur se comme à retrouve donc l'extérieur. le 7 et 8 à La Ciotat pour Livre en scène. Et donc, ce sera le 9e Festival des auteurs francophones dans le monde qui posera ses valises pour la première fois dans cette jolie région près de Marseille. Merci, Maria. Bonne fin de Merci à journée. vous, bonne Au fin de revoir. journée, à la suite, hein. Et nous voici du côté de Montpellier, en Occitanie, avec Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Et ça, Sandrine, ton grand sourire, je me mets en forme. C'est gentil. Alors Isabelle, elle est depuis très longtemps au sein du réseau. Je suis ravie qu'elle vienne avec nous dans cette belle cour classée de l'Éden à La Ciotat. Alors Isabelle, toi, tu racontes aux enfants. C'est ça ta grande spécialité, c'est de leur parler, de leur écrire sur des sujets extrêmement divers et avec des façons diverses de leur parler, que ça soit du roman, un travail où tu leur demandes justement de suivre des aventures pas à pas. Donc voilà, raconte-nous un peu tout ce travail que tu fais pour les enfants. Alors déjà, je dois dire que j'étais enseignante à l'IUFM et donc j'allais dans les classes avec les enseignants dans les écoles primaires. Et bien sûr, à la retraite, je me suis dit qu'il fallait absolument que je continue à passer des messages et en particulier à leur montrer que tout ce qu'on apprend à l'école, ça sert dans la vie. C'est mon objectif de casser des ponts entre l'école. Et donc, j'ai fait des livres, d'abord pour des grands ados. Ce sont des polars, et en général, ce sont des faits divers que je transforme en polars. Ça, c'est pour les grands. Pour les plus petits, les 10, 11 ans, je ne sais pas si on le voit, Non, on les voit pas mais bien, on ils les sont voit pas. pas bien, c'est pas grave. Donc, je On fais les, on les découvrira sur place. D'accord. Ils sont très beaux. Les couvertures C'est sont très vrai, belles. c'est vrai. Oui. Et donc, ce sont des voyages dans le temps. Ça me permet puisque je suis une ancienne professeure de SVT, de faire des SVT dans le temps, de voir comment ils organisaient leur vie, comment leur nourriture, comment ils faisaient des dentifrices, etc. Et bien sûr, ils vivent comme les gens de l'époque, d'après mes recherches, hein, parce que je n'ai pas vécu à l'époque. Mais par contre, là, pour les pharaons, j'ai vécu au Sahara. Et certaines scènes que je décris, je les ai vécues. Ensuite, Alors Isabelle, on te voit pas très bien. Si tu pouvais te ah, rehausser un peu, voilà, on te voit mieux. voilà. Alors ensuite, je me suis intéressée aux enfants un peu plus jeunes, de 6 à 8 ans. Lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques, j'en ai profité comme tout le monde parlait d'argent. Je m'étais dit que pour les enfants, il fallait absolument leur parler de valeurs, et en particulier des valeurs de vivre ensemble. Et j'ai créé des histoires qui ont été illustrées par Serge et éditées par Max, Suzanne Max, qui est extraordinaire. Trois enseignants, nous étions trois enseignants, et on a essayé de donner de bonnes habitudes pour que les enfants puissent aller vers des livres et comprendre facilement des livres. À savoir, premièrement, se projeter dans l'histoire. Deuxièmement, comment faire pour se projeter? Eh bien, on les fait des coloriers, des personnages qui font partie de l'histoire. Deuxième temps, il y a un lexique pour les mots nouveaux. Et enfin, troisième temps, on essaye toujours de leur dire, ça c'est de la fiction, mais la réalité c'est autre chose.
Oui, parce que ce qui est important dans la plupart des ouvrages que tu écris, c'est oui, certes, on est là pour raconter des histoires, mais on est là pour poursuivre l'apprentissage finalement de l'école. Et Oui, parfois, oui, oui, c'est un peu rébarbatif à l'école. Toi, tu donnes d'autres clés pour donner envie, absolument. plaisir, et pour que cette lecture, elle s'inscrive plus tard dans les adultes qu'ils seront. Absolument. J'essaye de créer des ponts entre l'école, ce qu'on apprend à l'école, et la vie. Ça sert toujours. Par exemple, dans les livres, les voyages à travers le temps, à chaque fois, il y a quelque chose qu'on apprend en classe. On fait attention, on fait pas très attention, et ça sert dans la vie. Et Parce qu'ils oui. sont en danger. Ils sont en danger. Cette connaissance leur sert. Ils se disent, flûte. Ce que j'ai appris en classe, ça m'apprend la vie aussi. Voilà. Ça, c'est Alors, on va te retrouver avec tous ces livres et aussi avec un petit atelier parce que finalement, et, il faut aussi apprendre aux parents et apprendre aux parents à raconter des histoires. Et c'est ça que tu vas faire. et à créer des histoires avec les enfants. Parce que l'intérêt, c'est lorsqu'on se promène en ville, il y a un événement, il y a quelque chose qui nous gêne, qui nous choque, on prend une photo, par exemple d'un arbre, d'une feuille un peu particulière, et on va se poser mais la question, mais pourquoi? Pourquoi cette feuille est si particulière? Il est évident qu'ils n'ont pas de réponse, mais l'imagination est là. Et ils inventent des histoires jusqu'à la fin. Ils peuvent l'enregistrer, ils peuvent l'écrire avec les enfants, ils peuvent faire plein de travaux là-dessus, Et tu, dessiner, etc. Et les et jours tu- de pluie ou de très grosse chaleur, c'est très important. oui, c'est important. Et puis ça reste, parce que tu vois, moi qui racontais des histoires très sagement, sorties souvent des livres, et mon Oui, mari qui inventait n'importe quoi, tu demandes à mes enfants aujourd'hui qui ont plus de 20 ans de quoi ils se souviennent, c'est les histoires inventées de mon mari. absolument. Absolument. Des contes, des histoires. Et puis, on rit tellement quand on les fait. Ouais. Quand on les crée, c'est extraordinaire parce que les enfants donnent des mots qui sont très, on va dire entre parenthèses, entre guillemets, naïfs, mais qui, en fait, c'est leur ressenti. Et c'est ça ce qui est amusant. Bon, c'est formidable. On a hâte de te retrouver une fois de plus, Isabelle. Donc, les 7 et 8 à la Ciotat face à la Méditerranée dans cette sublime cour. Et puis, on découvrira tes livres pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et puis, on t'écoutera nous apprendre à raconter et à créer des histoires. Merci, Voilà. Isabelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Brigitte, on retrouve le Bonjour sud de la Sandrine. France avec vous. Où êtes-vous exactement? Alors, je suis à l'Acadière d'Azur dans le Var, Ah bah entre c'est La Ciotat et Bandol. c'est parfait, c'est très très beau, très belle région. Alors, vous allez nous rejoindre le 7 et 8 et notamment avec un livre qui puise son histoire dans votre histoire personnelle. Donc j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, le château de mon père, c'est l'histoire de mon enfance et l'histoire d'un sauvetage d'un lieu. Donc mes parents ont acheté en 1974 et quand ils ont acheté, il restait plus grand-chose du château, si ce n'est que les tours, les murs d'enceinte et les écuries. Et donc, ils se sont lancés le défi d'en faire une maison familiale. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et donc, mon livre trace et la saga familiale et l'histoire du lieu. Donc, je suis remontée jusqu'au XIIe siècle au niveau des archives, Wow. en retraçant l'ensemble des propriétaires qui ont eu ce château avant mes parents. Alors le château de mon père, le château de ma mère, on nage quelque part en plein Pagnol. C'est ça, c'est la Provence, hein. Le château est situé dans les Alpes de Haute-Provence, au pied du plateau de Valensole. Donc, c'est tout à fait les décors de la Provence et de Pagnol. Et tout le monde me fait l'allusion au château de ma mère, la gloire Bien de mon sûr, père. c'est un peu fait exprès. C'est un peu fait exprès, je l'avoue, je l'avoue. Alors, est-ce que vous faites partie de ces auteurs qui ont pris la plume pour raconter quelque chose et donc pour transmettre, ou avec cette envie d'écriture, elle était quand même là depuis un moment et vous avez, et finalement, c'était l'occasion. Non, ça a été vraiment suite au décès de mon père, quand j'ai vu dans ses archives une vidéo qui datait de 45 ans. J'ai revu l'état du château dans l'état qu'il était quand ils l'ont acheté. Et mon père, en plein effort, je me suis dit, pour mon fils, pour mes neveux, il faut que je raconte ça. Pour tous ceux qui ont vécu dans ce lieu, il faut laisser une trace, comme lui, il a laissé une trace en rénovant, quoi.
Et alors, est-ce que ça vous a donné des envies d'écriture du coup? Est-ce que ce premier livre vous a donné envie de continuer d'écrire, peut-être des choses, peut-être de la fiction, peut-être de partir dans d'autres recherches, de mettre en avant aussi votre région? Alors, bon, pour l'instant, c'est que des projets, mais du coup, j'ai retrouvé un des derniers descendants de la famille de Tressman qui souhaite faire peut-être un ouvrage uniquement sur leur famille. Donc, on doit caler ça à l'automne, on va voir. Donc, c'est Donc, un peut-être un peu la projet. spécialité de raconter les histoires de famille, de transmettre, Voilà, puisque finalement, quand on transmet sa propre histoire, comme vous l'avez fait, c'est transmettre aussi celle d'un patrimoine régional, celle d'une histoire commune à beaucoup. c'est ça, c'est un château qui aurait été voué à être détruit hein, dans l'état où il était. Et donc, du coup, ben, c'est bien pour notre patrimoine, les personnes qui restaurent et qui conservent le bien, c'est bien. Alors, quand on écrit comme ça un peu sur sa famille, est-ce que ça vous a permis peut-être de retrouver de la famille que vous ne connaissiez pas, ou des gens qui ont connu ce château avant, ou l'histoire de ce château qui sont venus à vous? Est-ce que ça a finalement fédéré des gens autour de l'histoire que vous avez racontée? Alors, bon, ma famille, on a quand même des liens très proches, hein, donc tous ceux qui ont vécu euh, connaissaient l'histoire, mais ont été heureux de la redécouvrir. Après, en dehors du cercle familial, ben, j'ai eu la chance de retourner sur les lieux puisque mon papa a vendu dans les années 2000. Je suis retournée l'année dernière et j'ai rencontré les propriétaires qu'il avait actuellement. Et j'ai passé une journée extraordinaire parce que je sentais qu'ils avaient le même amour pour le lieu que mon père avait eu et que c'était la même passion. Eux, ils ont rénové, mais bon, avec des moyens autres. Et ils en ont fait encore un lieu encore plus beau, bien entretenu. Donc, ça fait plaisir. Voilà, ça a été une belle rencontre. Bon, super. Vous nous parlerez de cette rencontre et à tous ceux qui viendront les 7 et 8 dans la magnifique cour classée aussi. Hein. Finalement, on sera dans un Ah, très beau lieu, un lieu iconique à La Ciotat, dans ce cinéma théâtre de l'Éden. Et puis, bah, peut-être on vous verra en atelier aussi ou en lecture. Enfin, on va vous suivre pendant 2 jours avec tous les lecteurs qui viendront se joindre à nous. Merci, Brigitte. ben merci Sandrine. Bon après-midi. Au À vous revoir. aussi. À très bientôt.